La programmation d'un API consiste à traduire dans le langage spécialisé de l'automate les équations de fonctionnement du système à automatiser. Donc, parmi les langages normalisés, on cite quelques-uns qui sont les plus utilisés. Alors, on cite tout d'abord le langage à contact, qu'on l'appelle aussi ladder. Alors, le deuxième langage utilisé, c'est le langage liste d'instructions, LI. Et le troisième langage, on l'appelle langage graph-set, le SFC. Alors, le transfert du programme, il peut être fait soit manuellement, soit automatiquement. Alors, si on le fait manuellement, comment? Alors, en entrant le programme et l'état initial à l'aide d'une console de programmation. Alors, pour la deuxième méthode, c'est-à-dire automatiquement, alors comment? Alors, en transférant le programme à l'aide du logiciel d'assistance et en réalisant la liaison série entre l'ordinateur et l'automate. Le premier programme qu'on va étudier, c'est le langage ladder. Alors, langage ladder, c'est un langage graphique, d'accord? Il est adapté à la programmation de traitement logique. Donc, il traduit directement l'équation en un schéma électrique avec des symboles particuliers. Alors, ce programme-là, il est constitué de deux traitements. Donc, un traitement séquentiel. Alors, dans cette partie du programme, on décrit l'évolution séquentielle des étapes. Donc, le traitement séquentiel, il décrit l'évolution séquentielle des étapes. Et le deuxième traitement, c'est le traitement postérieur. Alors, dans cette partie, et là, on détermine l'état des sorties. Alors, on va essayer de prendre comme exemple euh, le poste de perçage automatique qu'on a déjà étudié dans le cours Graph 7. Alors, alors, pour matérialiser ce Graph 7, on doit raccorder les différents constituants à l'API. Donc, ce qui impose d'effectuer un choix d'affectation d'entrée-sortie. Alors, ce choix va permettre d'attribuer un numéro d'entrée à chacun des capteurs ou boutons et un numéro de sortie à chacun des préactionneurs ou voyants. D'accord? Alors, comme vous le voyez, alors, donc, pour matérialiser ce graph 7, on utilise les associations suivantes. Alors, pour les capteurs ou bien pour les entrées, pour les fins de course, alors, concernant des parts cycles, alors du côté de l'automate programmable, on va le symboliser par I1. D'accord? Donc, tous les entrées par I. Donc, des parts cycles I1. Alors, pièce serrée, donc aussi c'est un capteur de fin de course. Donc, on va le symboliser du côté API I2. La pièce serrée, elle est symbolisée dans l'API par I3. Retour effectué, elle est symbolisée par I4. Et desserrage, elle est symbolisée par I5. Ça, c'est pour les entrées de l'API. Donc, pour les entrées de l'API, on a 5 entrées. I1, I2, I3, I4 et I5. Donc, chaque entrée, elle est attribuée à un capteur. D'accord? Alors, pour chaque étape, on associe une variable automate dont l'indice est le numéro d'étape. Donc, X, c'est pour l'étape, et XI, pardon, c'est pour chaque étape. Par exemple, le X0, c'est l'étape 0. X1, c'est l'étape 1. X2, c'est l'étape 2, ainsi de suite. Donc, toutes les étapes sont numérotées X, indice I, avec I, le numéro d'étape. D'accord? Alors, pour chaque action, on associe une variable de sortie. Donc, on a vu les étapes, on a vu les réceptivités, c'est-à-dire les interrupteurs. Donc, maintenant, il nous reste les actions. Alors, pour chaque action, on associe une variable de sortie de l'API. Alors, pour l'action serrage, donc il est symbolisé du côté API par Q1.
rotation MF, elle est symbolisée Q2, descente VM, elle est symbolisée Q3, et la montée VM, elle est symbolisée Q4, et le desserrage, elle est symbolisée Q5. Donc, il reste à déterminer, si vous voulez, le graphe 7 codé API. Alors, c'est quoi le graphe 7 codé API? Ben, tout simplement, on va prendre le graphe 7 qu'on a ici, d'accord? On va garder le même. Donc, vous avez à la place des réceptivités, d'accord? Les réceptivités, ils sont remplacés par les entrées API. Et à la place des actions, d'accord, ils sont remplacés par les sorties API. Par exemple, donc on a l'étape 0. Après, la réceptivité appuie sur DCY. Donc, appuie sur DCY, il est remplacé par I1. Donc, là, 0. Après, on passe à la réceptivité I1. Après l'étape 1, on lui associe l'action au lieu d'écrire serrage, on va écrire Q1. D'accord? Donc, on a la première réceptivité I1. Après l'étape 1, on a l'action Q1. Après la réceptivité pièce serrée, on va mettre I2. Après l'étape 2, on va mettre les deux actions. Donc, rotation MF, il sera remplacé par Q2 et descente du V1, il sera remplacé par Q3. Donc, on va mettre Q2, Q3. Alors, à la place de pièce percée, on va mettre I3. À la place de l'action associée à l'étape 3, on va mettre, au lieu d'y monter VM, on va mettre Q4. D'accord? À la place de retour effectué, donc la réceptivité, retour effectué, on va mettre I4. Et à la place de l'action associée à l'étape 4, desserrage, on va mettre Q5. Et à la place de la dernière réceptivité desserrage effectuée, on va mettre I5. Et voilà, on a déterminé le graphe 7 codé API. Donc maintenant, on va essayer de voir le traitement séquentiel qui concerne l'activation et la désactivation des étapes. Alors, commençons par l'état 7 d'une étape, c'est-à-dire son activation. Alors, on a vu dans le cours de graphe 7 que si l'étape I est active et si la réceptivité suivante est vraie, alors l'étape I plus 1 sera activée. Et bien sûr, l'activation de cette étape qui est I plus 1 va désactiver automatiquement l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape I. D'accord? Et pour l'état reset, c'est-à-dire la désactivation, l'activation d'une étape désactive automatiquement l'étape précédente. Donc, on va prendre comme exemple ici, c'est l'étape 1. Alors, le ladder sera traduit ou bien représenté par comme suit. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, on va mettre pour le set de l'étape 1. Donc, set de l'étape 1, on va mettre SX1. Alors, quand est-ce que l'étape 1 est active? Alors, l'étape 1 est active, bien sûr, si l'étape 0 égale à 1, c'est-à-dire si l'étape précédente est active et la réceptivité I1 égale à 1, c'est-à-dire la réceptivité est vraie. Donc, on a ici 2. Donc, on a ici x0 égale à 1 et I1 égale à 1. Donc, on a ici une mise en série. x0 et I1. Donc, on va symboliser x0 ici et I1, d'accord, une mise en série qui va activer le set de l'étape 1. Alors, pour reset de l'étape 1, quand est-ce qu'il y a reset de l'étape 1? Bien sûr, si l'étape qui suivante sera activée. L'étape qui suit x1, c'est quoi? C'est x2. Donc, on aura rx1 si x2 égale à 1. Donc, le x2, d'accord, c'est l'étape qui va désactiver l'étape 1. Donc, on va mettre reset. Qu'est-ce qui désactive l'étape 1? C'est l'activation de x2, de l'étape 2. Donc, on va mettre reset diel x1, on va mettre seulement le contact x2. Alors, comme on l'a fait pour l'étape 1, on va essayer
de le faire pour toutes les étapes du graphe 7 pour avoir un programme complet. D'accord? Donc, par exemple, pour l'étape 2, on doit mettre le set de l'étape 2 et reset de l'étape 2. Alors, c'est quoi? Alors, le set de l'étape 2, c'est-à-dire quand est-ce que cette étape est active? Qu'est-ce qui fait activer l'étape 2? D'accord? Ce qui fait activer l'étape 2, c'est quoi? C'est l'activation de l'étape 1, c'est-à-dire X1, et la réceptivité I2 égale à 1. Yani la réceptivité I2 est vraie. Donc, ici, on a un AND, d'accord, puisque c'est le et. Donc, on a AND, et AND, c'est la mise en série du contact X1 et de I2. D'accord? Et pour le reset de X2, qu'est-ce qui fait désactiver l'étape X2? C'est l'activation de X3, de l'étape suivante. Donc, reset de X2, c'est X3. La même chose pour X3. Le set de X3, c'est quoi? Donc, toujours dans le set, on regarde toujours l'étape avant qui précède avec la réceptivité qui précède. D'accord? Donc, le set de l'étape 3, c'est quoi? C'est le contact, yani X2, yani l'étape 2, et la réceptivité qui précède, c'est-à-dire le contact I3. Et pour le reset d'ILX3, c'est quoi? C'est l'étape qui suit. Toujours pour le reset, il faut voir les étapes qui suivent. Parce que l'activation d'une étape désactive automatiquement l'étape précédente. Donc, reset de X3, c'est quoi? C'est l'étape X4. D'accord? Alors, pour l'étape 4, donc le set de l'étape 4, c'est quoi? C'est l'étape précédente, c'est-à-dire le contact X3 et la réceptivité précédente, c'est-à-dire I4. D'accord? Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine le traitement séquentiel, d'accord, de ce graphe 7. Alors, il nous reste le traitement postérieur. Qu'est-ce qu'on a dit? Le traitement postérieur, c'est l'activation des sorties, c'est-à-dire des actions. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour chaque sortie, c'est-à-dire on lui associe l'étape, d'accord, associée. Par exemple, pour l'action ou bien la sortie Q1, d'accord, elle est associée à l'étape 1, c'est-à-dire on lui associe le contact X1. Alors, pour l'étape 2, pardon, pour la sortie Q2, d'accord, on lui associe le contact, d'accord, de son étape. C'est-à-dire Q2, on la trouve dans l'étape 2, donc X2. Donc Q2, on lui associe X2. Alors, pour la sortie Q3, aussi, on lui associe le contact ou bien l'étape X2. Alors, pour la sortie Q4, d'accord, ou bien l'action Q4, on lui associe l'étape X3. Et pour la sortie Q5 ou bien l'action Q5, elle est associée à l'étape 4, c'est-à-dire X4. Et voilà, on a terminé la programmation de l'API en langage ladder. Alors, dans l'exemple suivant, on va utiliser un API commercialisé par le constructeur Schneider Electric. Donc, il est programmable à l'aide du logiciel Zeliosoft, soit en langage FBT ou en langage à contact, c'est-à-dire ladder. Alors, cette programmation, elle nécessite la connexion de l'API à un ordinateur via le port série. D'accord? Alors, donc le modèle utilisé ici, d'après le schéma, comme vous le voyez, il a pour caractéristique principale, alors qu'est-ce qu'on a? On a 4 entrées, tout ou rien, TOR, de I1 à A4. Donc de I1 jusqu'à A4, ce sont les 4 entrées TOR. Vous avez 4 autres entrées mixtes, d'accord? C'est-à-dire TOR ou analogique, de IB à IE, d'accord? Vous avez aussi 4 sorties en bas, alors 4 sorties à relais, c'est-à-dire de Q1 jusqu'à Q4.
Vous avez l'interface homme-machine avec bouton et affichage LCD, d'accord? Et le langage de programmation, généralement ladder et FBD. Alors, donc on va prendre comme exemple la barrière automatique. Alors, vous avez ici dans le tableau en haut les affectations des entrées et sorties. Donc, vous avez les informations, les entrées, d'accord? Donc, barrière levée, c'est le S1, donc du côté API-CI1. Barrière baissée, c'est S2, côté API-CI2. Et billet tiré du distributeur, c'est détecteur B, côté API, c'est I3. Donc, on a besoin de trois entrées, I1, I2, I3. Alors, pour les sorties, bien les actions, lever la barrière, c'est-à-dire le préactionneur KM1, il est codé API Q1 et l'action baisser la barrière pour le préactionneur KM2, donc codé ou bien comme sortie de l'API, c'est Q2. Donc, on a besoin de deux sorties, Q1, Q2, et on a besoin de trois entrées, I1, I2, I3. Alors, vous voyez, pour le câblage de cette API, donc premièrement, on doit alimenter l'API, donc 0 volts et plus 24, donc le moins c'est le 0 volts et plus c'est 24 volts, d'accord? Aux deux sorties Q1 et Q2, on va câbler les deux préactionneurs KM1 et KM2, donc pour le moteur, d'accord? Pour lever la barrière ou bien baisser la barrière. Et pour les entrées, donc puisqu'on a besoin de 3, I1, I2, I3, donc on a besoin de 3 interrupteurs ou bien on va câbler les 3 capteurs, d'accord, aux entrées I1, I2 et I3.